and welcome back sur ma chaîne YouTube. Cet épisode ne sera pas disponible sur mon podcast. Il est exclusivement fait pour YouTube. Et le sujet du jour, c'est un sujet où limite je me suis fait harceler par les personnes pour que je puisse l'enregistrer. Et il s'agit de faire un debunk, comme on dit en anglais, une analyse, une déconstruction de la saison 1 de Love is Blind France. So, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Love is Blind, c'est une série Netflix, c'est vendu en fait comme une expérience sociale où est-ce que il y a des candidats qui tombent amoureux d'une voix donc qui ne se voient pas ou d'une connexion euh, justement sans se voir en fait, l'un envers l'autre sans se voir. Sauf que, soyons clairs, c'est pas juste du divertissement. En tout cas, pour moi, ce n'est pas du divertissement. C'est ce que je disais à une de mes copines cette semaine. Elle a dit, moi, je regarde ça juste pour les dramas. Je dis, ben moi, le problème, c'est que j'analyse trop la situation. J'ai passé la journée à me refaire tous les épisodes de 1 à 7 parce que, qu'on le veuille ou pas, ce genre d'expérimentation sociale, c'est aussi un miroir vraiment brut, hein, genre, je dirais real and raw, hein, vrai et réel, de nos blessures d'attachement, de certaines femmes qui portent des armures pour se protéger, de l'autosabotage, etc., etc. Pourquoi? Parce que simplement, quand tu enfermes en fait des gens dans un endroit comme les pods, tu retires des béquilles sociales, comportementales, physiques qu'ils ont habituellement, les distractions, les illusions, etc. Et ce qui ressort alors, ce sont juste les blessures, les insécurités, les besoins non exprimés, le ressentiment et d'autres choses. Et quand la vraie vie, elle reprend, malheureusement, ces masques-là qui étaient dans les pods, ben, ils tombent. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je veux décoder l'ensemble des 7 épisodes qui nous ont pas mal montré en fait les blessures d'attachement qui ont été vraiment bien exposées à travers certaines personnes. L'armure masculine ou l'armure de protection que portent certaines femmes dans cette émission. Le cas explosif connu de tous, Cynthia Jonathan, parce que je pense que c'est vraiment un cas spécifique. Je vais aussi vous parler de d'autres exemples, par exemple de Julie et Charles, de Sarah et son comportement, Tatiana, Yannick aussi, et Sabrina, je crois son nom, je ne sais pas si c'est Sabrine ou Sabrina, je ne suis pas sûre. Et surtout, ce que toi, tu peux en tirer en fait de ces relations-là parce que elles sont des leçons autant pour toi que pour moi. Et comme je disais, c'est juste des miroirs. Là. Parfois, on juge quelqu'un à l'écran, mais en fait, peut-être que ça en dit long aussi sur qui on est en tant que personne. C'est juste que on le voit pas, d'accord? Et donc, ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est pas juste une analyse d'une émission de télévision. Il n'y a pas de qui a raison, qui a tort dans le show. Parce que je vois des gens qui sont partis Tatiana, partis Yannick, partie Cynthia, partie Jonathan. Moi, je suis pas là pour ça. C'est pas mon délire. Quand une femme a la tort, moi, je le dis, elle a tort. Je suis pas genre girls, juste parce que girls. Non, on va mettre un peu de discernement dans la situation. On va mettre un juste milieu. Et la vraie question à se poser, c'est où est-ce que moi, quand je regarde ça, je rejoue peut-être exactement les mêmes choses, les mêmes jeux, la même toxicité dans ma vie. D'accord? Donc, le premier point que je voulais aborder, c'était vraiment en lien avec les blessures d'attachement qui sont exposés dans ce show. Donc, Love is Blind, au niveau de l'attachement, de la théorie de l'attachement, c'est littéralement une masterclass. OK? Tous ici, on a cru, quand on nous a vendu la première saison de Love is Blind, je crois que c'était en début de 2020, avant la Coco ou à la fin 2019, moi, j'ai cru que je regardais une émission romantique. OK? Un peu comme le Bachelor au début. Sauf qu'en réalité, quand on observe beaucoup plus ce qui se passe au niveau des participants, on se rend compte que la plupart des participants vivent en mode survie et agissent sur du mode survie avec des stratégies plus ou moins bancales. On a des personnes qui sont anxieuses en termes d'attachement insécure, qui vont poser 3 milliards de questions et qui veulent être rassurées tout de suite et qui vont être étiquetées, clingy, needy, euh, euh, trop imposants, etc. Et de l'autre côté, on a tous les profils évitants, et croyez-moi, des profils évitants dans la société, on en a beaucoup, qui vont fuir la vulnérabilité. Là, au moment où vous écoutez ce podcast, je fais entre autres, par exemple, référence à Love is Blind UK saison 2, je crois, avec le cas de Cal. Son cas, je l'aime beaucoup, en tout cas. Je vous en parlerai une autre fois par rapport au profil d'une personne évitante.
Mais en tout cas, ce sont des personnes qui vont fuir la vulnérabilité, qui vont plus ou moins rester vagues sur leurs intentions ou sur leur façon de s'exprimer parce qu'ils ont pas nécessairement appris à le faire de manière sécure et le côté qui se montre en fait, qui sont insaisissables pour se protéger parce que, voilà, il y a eu des blessures dans l'enfance, adolescence qui fait que, ben, c'est la seule façon dont ils ont su mieux fonctionner. Et parfois, on a eu aussi des personnalités un peu désorganisées, celles qui font du va-et-vient, un coup c'est oui, un coup c'est non, vient, part, vient et ça malheureusement, c'est un type d'attachement qui, crée beaucoup de chaos. OK? Un exemple qui me parle et qui est frappant, c'est, celui du cas de Julie et Charles. Julie, ça m'a quand j'ai regardé ça, la scène, j'ai fait: «Oh my God!» Je me mets à la place de Charles, je suis comme je sais pas comment il a fait en vue de son passé, de son enfance et ses blessures d'enfance, je sais pas comment il a fait pour garder autant de sang-froid. Franchement, admiration. Parce que, au moment où Julie avoue à Charles que Charles ne correspondait pas à son type physique, certes, oui, elle a été honnête, mais elle a aussi été brutale. Pour n'importe quel homme, OK, ça, c'est une réelle claque dans l'ego et ça renvoie à quoi comme message? Ça renvoie au message de, chez, par exemple, Charles, si c'est lui le récepteur dans ce cas-ci, c'est la peur de ne pas être désiré et donc qu'est-ce qui sort généralement? Ça va être la blessure de «je ne suis pas assez» et déjà si on se fie à ce qu'il disait par rapport à son enfance, je suis certaine qu'il a, emmagasiné dans son corps cette blessure-là et d'ailleurs son physique le dit quand même assez bien par rapport à sa carrure. OK? Je rentrerai pas dans les détails de tout ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que du moment où je rentre dans le lien du corps et de, nos blessures, ils me disent que c'est un peu farfelu et cetera. Je vais faire plus ou moins allusion à ça, mais je vais pas me concentrer sur ça, en fait. Et donc pour revenir sur le cas Julie et Charles, pour elle, c'était littéralement un dilemme assez viscéral, voire classique, de est-ce que je vais me fier à ce que je ressens intérieurement par rapport à mon cœur, parce que j'ai ouvert mon cœur. On va pas se mentir, elle s'est quand même plus ou moins battue pour l'avoir. Ou est-ce que je vais m'attarder à ce que mes yeux voient et est-ce que mes schémas du passé attendent de moi? Il y a vraiment eu, une espèce de clash classique entre le physique et ce que le cœur dit ou plutôt la raison et le cœur, OK? Ce qu'on voit là, c'est exactement le clash traditionnel de l'attachement anxieux évitant, OK? Un des 2, il veut absolument la certitude, c'est pour ça qu'il a hésité avec, l'histoire de Sarah là et l'autre, elle attend d'être choisie, OK? Sauf que l'autre recule, il va prendre la distance parce que c'est plus facile de la sorte pour se protéger ou ce qu'il va faire aussi, ça peut passer par un peu de la manipulation, mais c'est vraiment une stratégie de survie, c'est on va tester pour éviter de souffrir, OK? Sauf que en vérité, Love is Blind, derrière le côté glamour qu'on peut penser de Netflix, OK, c'est littéralement une mise en lumière des peurs archaïques qu'on a en tant qu'être humain, OK? Parce que les peurs qu'on a aujourd'hui, elles sont dans notre, système nerveux et nous héritons du système nerveux de nos ancêtres. Nous héritons aussi du cerveau primitif qui est le cerveau, reptilien, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets, parce que c'est pas à 100 une théorie, mais bref, de nos ancêtres qui ont vécu, par exemple, dans les cavernes. Donc l'homme des cavernes et l'homme moderne, en termes de cerveau, il a pas tant évolué. Certes, OK, les connaissances, la technologie et cetera, mais en termes de besoins primaires et de peurs et de blessures, hem, viscérales, ça reste qu'on a gardé aussi les blessures archaïques de nos ancêtres. Et dans ce cas-ci, il y avait littéralement une peur du rejet, OK, d'être rejeté et la peur de ne pas être assez suffisant par rapport au partenaire et la peur de s'attacher et de se perdre, en fait. OK? C'est pour ça qu'il y a eu de l'anxiété et à un moment donné, Charles, même s'il avait l'air évitant, il ne dit pas trop ses émotions, comparé à Julie qui est beaucoup plus sensible et cetera, ça reste qu'on peut ressentir dû à son passé, par rapport à ce qui s'est passé avec sa maman, par rapport à ce qui s'est passé dans son enfance parce qu'il a dû se débrouiller tout le temps tout seul. C'est sûr que ces peurs-là archaïques ont remonté en surface et elles se sont manifestées, et d'ailleurs comme je disais, même par rapport à son corps, comment qu'il est fait, le fait d'être, je vais le dire là, OK, I'm gonna say it, je vais pas manger mes mots. Hem, Quand on est un petit peu plus imposant, un peu plus portant ou un peu plus, entre guillemets, «grassouillet» sans vouloir insulter ou, diminuer la valeur de qui que ce soit,
Ben, en fait, c'est qu'au fond de nous, notre corps met ce gras-là, ce qu'on appelle du gras énergétique, pour nous protéger, ou plutôt protéger l'enfant en nous qui a subi des blessures ou des choses difficiles. Et de cette façon, de manière inconsciente, on se dit, de un, les gens vont, vu qu'ils vont voir que je suis imposant, ils vont avoir peur de moi, ils vont se dire que je suis fort. Ou de deux, vu que je suis gros ou je suis imposant, on va pas me porter attention, je serai pas vue, je passerai invisible. Même si les gens vont me remarquer, ça reste que ben, je suis pas la personne la plus attirante, par exemple. Ok? Ferme la parenthèse. Ceci étant dit, j'aimerais faire un switch à un sujet aussi qui est vraiment important que j'ai remarqué dans la majorité des femmes, et ça a été dans les premières secondes de l'épisode 1, c'est en lien avec l'armure masculine de certaines femmes de cette émission. Et ça a été dans toutes les saisons de Love is Blind, ça a été dans toutes les versions de Love is Blind, que ce soit au Brésil, Portugal, Mexique, Habibi. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une version Habibi, laissez-moi savoir, parce que j'ai appris que Shafik et Nour sont mis en couple. I don't know what happened, but we know why it happened. OK? So, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cet aspect de la femme qui porte l'armure masculine, l'armure de protection. J'en ai même fait un live sur Instagram. Si jamais tu ne me suis pas sur Instagram, c'est @itlamia_ donc barre en bas ou tiré du 8, je sais pas comment vous dites en France. Et j'avais fait un live complet sur l'hyper-indépendance. C'est le dernier live que j'ai fait. Je porte les mêmes habits. OK? Ça a été hier, le live. Puis vous pouvez aller me trouver là-dedans, sur Instagram, et écouter le live. Je pense que ça pourrait vous parler par rapport à ça, parce que j'ai loué vraiment presque plus d'une heure à ce sujet-là pour décortiquer tout ça. OK? Mais là, je vais le faire dans le cadre de Love is Blind France. Ce qui m'a frappé dans les épisodes de Love is Blind France, c'est la fréquence avec laquelle certaines femmes arrivaient avec une armure masculine. OK? Et dès les premiers épisodes, c'était littéralement la question qui se posait aux couples qui étaient les animateurs. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils ont choisi ce couple-là. J'aurais voulu voir un couple beaucoup plus emblématique, parce que moi, je les connais pas. Mais j'aurais préféré peut-être voir un couple soit genre vraiment type Black Love, ce qu'on adore, ou plutôt quelque chose du type Nabila avec Thomas, parce que voilà, ils ont eu un big drame au niveau du passé, où il y a quand même eu un couteau qui était dans la situation, et où ils ont dépassé ça, et ils ont eu un couple qui est heureux. Je suis sûre qu'ils ont vu des thérapeutes et tout, je sais pas, mais je pense, parce que leur relation a drastiquement évolué avec le temps. Et dès les premières secondes, les filles dans Love is Blind, elles disaient carrément on veut, je sais pas si c'est Sarah ou qui a dit ça, ou je m'en rappelle plus qui l'a dit ou comment ils l'ont phrasé, mais en gros, c'est genre, est-ce qu'il y a du lourd de l'autre côté? Je crois, c'était ça la question. Puis souvent, on a répété les termes de on veut un homme capable. Ça veut rien dire, un homme capable. Juste pour vous le dire, là. Shock news, spoiler alert, ça veut rien dire. Parce que du moment où tu viens avec cette parole-là, tu viens avec une armure masculine. Et c'est quoi littéralement l'armure masculine? En fait, c'est un bouclier de contrôle, une stratégie de survie, c'est de l'hyper-indépendance, c'est de la dureté, c'est une posture de je m'impose, j'ai besoin de personne, je décide tout toute seule, c'est moi qui mène le jeu. On l'a vu. Et je pense que vous comprenez de qui je parle là, parce que je vais arriver bientôt dans le vif du sujet. En surface, on peut croire que ouais, cette armure, c'est en fait une force, sauf que c'est pas du tout le cas. En profondeur, quand on y va, on étudie la situation et on pose des questions à ces femmes-là qui sont dans cette situation-là, on se rend compte qu'elles sont épuisées, et c'est souvent un mécanisme de survie, une stratégie de survie. C'est une protection qui est née, en fait, d'anciennes trahisons et d'ancien abandon. Alors, pour celles qui ne savent pas et ceux qui ne savent pas, la blessure d'abandon est toujours liée à la blessure de la trahison. Quand on pense abandon, derrière l'abandon, il y a une trahison. Quand on se fait abandonner par quelqu'un, on se sent automatiquement trahi. Et malheureusement, les relations où est-ce qu'on part avec ces blessures-là, ben, ce sont des relations où est-ce que on sera épuisé. Et si c'est pas à cause d'une trahison ou de l'abandon, ça va être une situation dans le passé où est-ce qu'on a été avec quelqu'un et on a dû baisser la garde. Donc, baisser la garde, c'est-à-dire devenir un peu plus vulnérable, ouvrir son cœur, ouvrir ses bras. Eh bien, ça veut nécessairement dire dans cette situation, si on a été blessé, on a été vulnérable, c'est que qu'est-ce qui reste comme message qu'on a ancré somatiquement parlant dans notre corps et dans notre subconscient, notre inconscient? On s'est dit, ben en fait, je vais me faire écraser, je vais mourir. Et l'exemple parfait ici, ça a été le cas de Cynthia.
Le cas de Cynthia, franchement, j'étais confuse. Je savais plus si elle était RH, si elle était arrivée là en mode I'm gonna kill somebody, basically. Est-ce qu'elle était arrivée là avec une intention? Je pense que oui, elle avait l'intention d'avoir un partenaire, mais je pense que c'est tout son conditionnement du passé qui a fait que, ben, elle est arrivée là en mode je veux des réponses claires, je les veux nettes, je les veux immédiatement. En apparence, au début, beaucoup de filles sur TikTok, j'ai vu, elles ont dit ouais, elle a de l'assurance, l'autre c'est vraiment un ci, un ça. Sauf qu'en réalité, c'est si tu agis de la sorte face à ton compagnon, futur compagnon ou n'importe quelle personne que tu dates, ça indique littéralement que tu as une peur viscérale de l'incertitude. Et encore, je peux comprendre parce que quand tu as connu que de l'instabilité, que du flou, que des promesses non tenues, et tout ça, ça fait partie normalement d'un bagage de pourvoyeur chez monsieur, techniquement, parce que oui, monsieur n'a pas, il pourvoit pas uniquement avec le côté financier. Les paroles aussi, ce sont des, les paroles, les promesses, c'est en lien avec le fait d'être pourvoyeur. C'est-à-dire que you're talking the walk and you're walking the talk. Ce que tu dis, tu l'incarnes et tu le mets en place. Et ce que tu incarnes, tu le dis en fait. Il n'y a pas d'effet dissonance cognitive, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Ok. Et forcément, quand on a eu ça dans le passé, bien évidemment qu'on va développer cette armure et on arrive avec notre bouclier et avec notre arme qui est écrite dessus exigence, contrôle, pousser l'autre avant qu'il me repousse, faire ma RH limite ou je sais pas quoi. Mais on est là vraiment dans une énergie de vouloir être dans une confrontation et affronter la personne. Et Cynthia, juste par sa carrure, comment qu'elle se tient, comment qu'elle. Et le regard, etc. Et sachez, mesdames, une chose. Votre énergie, elle parle beaucoup plus que vos mots. Parce que Cynthia, elle aurait pu être silencieuse, ok? Mais le côté passif-agressif, il s'est déjà vu sur le niveau du physique. La manière dont elle se présente, son positionnement physique, c'est clair, en fait. Il y a un problème, là, ok? Et le problème ici, c'est l'armure en question qui va venir bloquer la polarité du masculin-féminin. Ok? Pour que ça danse là, pour que ce soit comme du tango en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce qu'en face, si monsieur ne se sent pas accueilli dans son rôle et ne se sent pas utile, d'accord? C'est fini. On a perdu la mission. On les a perdus, d'accord? Pourquoi? Parce que du moment où il se sent pas utile, il ne se sent pas accueilli dans son rôle, il va se sentir diminué, il va se sentir testé, il va surtout se sentir émasculé. Ou en d'autres termes français, on va dire castré. Ok? Et le résultat, qu'est-ce qui arrive ici? Direct, fermeture, repli, je deviens passif et ben la relation elle meurt. Clairement. Même toi en tant que femme, si tu te mets dans une situation où est-ce que tu vas plus être dans ton énergie masculine en guillemets, tu vas réagir de la même sorte. Mais c'est plus important chez les hommes. J'aimerais juste ouvrir une mini parenthèse ici, d'accord? Depuis l'avènement des mensonges du féminisme, ok? Je dis mensonges parce que c'est important. Excusez-moi, il y a des gens qui parlent derrière, si vous les entendez, et s'embrouillent pas, il faut juste parler fort, ok? Et les féministes, ça fait en quelque sorte croire à une bonne génération de femmes que, dont ici Miss Hyper Indépendante, qu'elle est capable de faire tout toute seule. Sauf que le problème au niveau de la société en faisant ça, on est en train de faire en sorte que plus d'hommes, entre guillemets, incapables existent. Plus d'hommes émasculés existent. Plus d'hommes en mode économie d'énergie existent. Plus d'hommes en mode 50-50 existent. Pourquoi? Parce que on leur enlève quelque chose qui est important pour eux, c'est le sentiment d'être utile. S'ils ne se sentent pas utiles, il ne va pas vouloir vraiment faire en sorte qu'il soit dévoué envers toi, puis que tu sois la reine de son royaume. Ok? Et ici, Cynthia, elle a oublié, je pense, quelque chose, c'est qu'elle aurait dû se concentrer sur elle-même, dans le sens avoir confiance en elle vraiment, clear up tous ses traumas et pour que lui, il devienne obsédé par elle. Parce que dans les pods, I'm sorry, but he was obsessed about her. Il était vraiment obsédé. Et en même temps, de toute façon, je vais détailler, toute cette partie-là va être dédiée à ce couple-là. Je veux pas que ça prenne trop de place parce qu'il y a d'autres choses que je veux vous parler, mais dans le sens que, déjà par le fait de taille, je vais vous expliquer ça après, il s'est senti déjà un petit peu pas à sa place parce qu'elle lui a comme imposé
Je suis pas contre le fait qu'elle met les talons, hein. C'est juste la manière dont elle l'a fait, j'étais j'ai mal au cœur. OK? Et ce qu'il faut comprendre ici par rapport à l'armure masculine, parce que je ne veux pas vous perdre, je veux vraiment aller étape par étape dans mon discours. J'ai un TDAH, pour ceux qui ne savent pas. C'est pour ça que j'ai vraiment mis des notes là, pour être sûr que je suis en train de suivre. C'est que l'armure en question, oui, certes, elle te protège, et elle nous protège, et elle l'a protégée jusqu'à un certain moment. Sauf que dans ce cas-ci, avec la polarité, ça étouffe la polarité. Et comme je disais, peut-être que dans son cas ou dans notre cas, pour celles qui l'ont appliqué, cette armure-là, elles nous ont sauvés de blessures anciennes ou de partenaires un peu plus ou moins bancals qui servent à rien. Sauf que dans le couple, malheureusement, cette armure, elle empêche l'accès à la vulnérabilité. D'accord? Comme elle avait accès à la vulnérabilité dans les pods, elle empêche la création de la connexion, la vraie connexion, comme c'était dans les pods. Parce que Jonathan, il a dit, c'est plus la même chose, c'est plus la même dynamique, là. Et aussi, c'est qu'elle brise la sécurité émotionnelle et relationnelle. Et ça, je trouve ça dommage parce que il y avait du chemistry dans les pauses, dans les pauses. Il y avait du chemistry, de la chimie dans les pods. Et donc, la vraie force, c'est pas de garder cette armure-là, c'est de savoir quand est-ce que à quel moment avec le partenaire, savoir l'enlever, la déposer doucement et permettre à la relation, à la polarité de se mettre en place. Pour continuer sur leur dynamique, parce que là, je veux vraiment entrer dans leur dynamique, hein, une analyse beaucoup plus approfondie, j'aimerais approfondir le côté des blessures. Okay? La polarité aussi qui a été inversée dans ce cas-ci et l'explosion au niveau émotionnel. Okay? Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est pas que je prends Jonathan pour pitié, mais je me suis mis à sa place. Puis ayant quelqu'un qui connaît pas mal comment les hommes fonctionnent, parce que je suis souvent entourée d'hommes, mais parce que j'ai des frères, et parce que, ben, en fait, j'ai vraiment étudié le sujet au niveau de la communication masculine, la communication féminine et la polarité, etc. Je peux vous dire que ça fait mal au cœur. Genre, c'est triste et beaucoup d'hommes vivent cette situation-là. Seulement, beaucoup de femmes bâchent, rabaissent les hommes. Et je mets une parenthèse ici. Aujourd'hui, le taux de suicide est plus élevé chez les hommes que chez les femmes à cause du sentiment d'être inutile et à cause de les hommes voient comme les choses comme un échec quand ils voient leur femme, leur copine, leur partenaire être malheureuse, pas être bien dans leur peau. Pour eux, c'est un échec. Ils ont vraiment échoué leur mission, en fait, de pourvoyeur, de personnes qui protègent, de personnes qui va avoir du leadership, qui va bâtir, qui va construire, etc. OK? Ceci étant dit, on va affronter le premier point parce que c'était le premier point de l'épisode 3 ou 4, je crois. C'est la situation de talent. Clairement, ici, on pouvait littéralement comprendre une chose et la douleur, elle est plus viscérale et archaïque qu'on le pense. OK? Jonathan essaie de faire comprendre indirectement au début, parce qu'il voulait pas trop la brusquer, de manière indirecte, qu'il se sent plus ou moins humilié de paraître plus petit que Cynthia qui porte des talons. Et clairement, je vais vous le dire, là, c'est pas une question de talons hauts. C'est pas une question de chaussures ici. C'est pas une question de suier. C'est une question de blessure identitaire. Dans son inconscient masculin, être un homme, être homme masculin, ça se traduit par être quoi? Le plus grand, le plus fort, le plus visible. Et ça, même si vous retournez dans l'état des hommes des cavernes, c'était la base. Okay? Peu importe n'importe quelle civilisation de ce monde, vous comprendrez même que les femmes, elles choisissaient leur partenaire sur ces critères-là, par rapport à la survie. Parce que un homme plus grand, un homme plus fort, un homme plus visible, a plus de chances de faire en sorte que je survive dans la nature qu'un homme qui n'a pas ces trois critères-là, au moins 2 sur 3. OK? Et ici, c'est en fait un souci de masculinité qui devient en fait conditionnel. C'est-à-dire qu'elle dépend du regard extérieur des autres. Et je peux le comprendre parce que entre hommes, tout est une question de compétition. La compétition est une qualité masculine. C'est pas une qualité de l'ordre du féminin. Le féminin, c'est beaucoup plus l'union, on se mettre ensemble, parce que voilà, on porte la vie aussi par rapport à ça, etc. Et parce que hormonalement parlant, notre hormone dominante, c'est de l'ocytocine, qui s'appelle l'hormone du lien et de l'attachement. D'accord? Et donc, dans ce cas-ci, il y a vraiment eu une espèce de j'ai peur d'être en danger. J'ai peur qu'on se moque de moi. Il y a vraiment eu un lien entre la honte et l'humiliation. Et c'est une blessure qui est réelle. D'accord? Ce que je trouve fou, c'est parce que, en fait, c'est comme ils se sont jinx. Hein, c'est la loi de
de Murphy, je crois qu'on dit ça quand on pense négatif, on pense pas négatif, je crois. C'est que dès le départ, premier épisode ou deuxième épisode, ils ont dit, mon hantise en gros, elle a dit d'avoir un mec en bas de 1,85 m et lui, a dit une meuf plus grande que moi. And guess what? Tu attires tes peurs. C'est-à-dire que ce que tu incarnes, et du moment où tu l'as conscientisé, ton inconscient, qui a communiqué avec ta conscience, va chercher le moyen de confirmer les choses. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Mais bon, on n'est pas là pour parler de neurosciences, là, on est là pour parler de polarité, de couple et de love is blind, ok? Peut-être une prochaine fois, je vous parlerai de ces choses-là, ou des fois, de temps en temps, je vais glisser des mots par rapport à ça. Le deuxième point que je voulais aborder par rapport à ce cas-là, c'est la communication. Et les gars, la communication, vous êtes tous d'accord, on le dit tous, et toutes particulièrement les femmes. La communication, c'est la base, la communication, c'est la base. Mais combien d'entre vous se sont littéralement formés ou qui connaissent vraiment la communication féminine masculine? Est-ce que vous avez déjà fait du développement personnel autour de ça? Je ne crois pas. D'accord? Parce que c'est moi qui vous ramasse dans séance privée, en one-on-one, puis je vous fais tout un teaching de littéralement 2 heures sur ce que c'est. Sinon, dans mon coaching de groupe, il y a tout un atelier de presque 3 heures où est-ce qu'on pratique avec les filles, etc. Quelque chose qui va éventuellement vous être offert, mais pour l'instant, c'est fermé d'avoir accès à ce groupe de coaching-là. Mais éventuellement, vous allez avoir connaissance du groupe coaching. Ceci étant dit, Jonathan, il dit mot pour mot, je crois, si je me trompe pas, au niveau du dîner. Il y avait un soir où est-ce qu'ils dînaient ensemble. Okay? Parce que moi, mon cerveau, il fuse dans tous les sens. Fait que je suis pas sûre d'avoir vraiment les exacts souvenirs, surtout quand c'est des souvenirs qui sont proches. Il lui disait, en fait, je pense qu'il fredonnait ou quelque chose comme ça, ou même des moments où est-ce qu'ils se sont embrouillés le premier soir de la rencontre en groupe. Il n'arrêtait pas de lui dire, tu me laisses pas parler, tu me laisses pas parler, tu me coupes, tu me traites comme un enfant. Parce que c'est vrai, dans la communication, comment qu'elle s'est imposée, c'est soit elle a agi en mode RH, soit elle agissait comme sa mère. Et c'est quelque chose que je dis à toutes mes clientes, don't be his mother, be his lover, ou be another lover. OK? Ce que je veux dire par là, si je traduis en français, ne sois pas sa mère, soit son amoureuse ou soit son autre amante. OK? Dans ce sens-là. Et le nombre de fois où elle a eu des comportements, des communications, que ce soit indirectes ou directes, quand je dis indirect, je parle de synergologie. C'est par le corps, par les mouvements, par les doigts, par le regard, parce qu'elle fait beaucoup de regards comme ça, ok? Qui sont rabaissants, codescendants. Il y a eu beaucoup de codescendance. Ok? Et Cynthia, de l'autre côté, elle a voulu jouer je dois me rendre des comptes. Je dois taper mon poing sur la table, là. OK? En fait, non, ma chérie. Ça ne fonctionne pas comme ça. OK? Et elle lui a dit, je pense quelque chose comme, donne-moi des réponses claires, un oui ou un non. Ça m'a fait rire. Un oui. J'ai demandé un oui ou un non. Je sais pas comment elle a dit, mais je trouvais ça vraiment drôle. Et là, encore une fois, on est pile poil dans la cadence, le clash, anxieux évitant. Et pourtant, dans les pods, c'était safe, c'était sécuritaire. Mais du moment où est-ce qu'on est arrivé à ce point-là, bien évidemment, il y en a une qui est anxieuse, pardon, il y en a un qui est devenu évitant. Et vous remarquerez, même dans la manière par rapport au fait qu'ils se sont traités comme un enfant, et ne faites jamais ça quand vous avez un conflit avec votre partenaire. Déjà, il faut être assertive, parce que c'est mieux par rapport à la communication quand on gère un conflit. Et dans ce cas-ci, il n'y avait aucune assertivité. Ensuite, utiliser la communication féminine, c'est-à-dire lui donner, lui prendre de ton cœur tes sensations, tes sentiments, tes émotions et lui donner pour qu'il en fasse quelque chose. Et dans ce cas-ci, elle a été trop frontale et une erreur qu'elle a fait au niveau somatique, c'est-à-dire physiquement, elle a incarné ça, c'est qu'à chaque fois qu'il essayait de prendre la distance parce qu'il avait besoin de remettre... Les hommes ont besoin de ça. Ils ont besoin de la distance pour mettre les points sur les i, les barres sur les t dans leur caverne personnelle. Okay? Il faut qu'ils se mettent dans une caverne pour pouvoir réfléchir et relaxer, trouver une solution. Parce que leur cerveau fonctionne plus sur de l'ordre de la logique qu'autre chose. Mais quand vous vous exprimez par rapport avec vos sentiments, comme je disais tout à l'heure, là, ils vont utiliser le côté émotionnel et c'est là où est-ce que ça va déclencher sa testostérone. Il va vouloir être le meilleur homme du monde, il va vouloir être dévoué avec vous. Mais dans ce cas-ci, comme elle, à chaque fois, il prenait de la distance pour aller réfléchir, pour aller dans sa caverne, dans sa caverne, elle faisait quoi? Elle lui courait derrière. J'étais là, Cynthia, mais qu'est-ce que tu me fais en fait? Arrête d'être derrière lui, tu es en train de créer encore plus
de colère et tu es en train de limite genre lui faire mais toi, mais toi, mais toi. C'est condescendant. OK? Et pourquoi elle faisait ça, Cynthia? Parce qu'en fait, l'anxieux, généralement, il va être dans l'attaque. Il va vouloir pousser l'autre à bout. Et parfois, c'est inconscient, parfois, c'est conscient, parfois, c'est par manipulation, parce qu'on veut tester l'autre. Dans ce cas-ci, il y avait littéralement une exigence de clarté pour calmer l'insécurité intérieure. Sauf que madame, je te préviens dès maintenant, ne jamais, jamais, jamais chercher la clarté chez monsieur pour calmer ton insécurité. Tu dois t'occuper de ton insécurité, retrouver ta sécurité intérieure premièrement, chez toi dans ton coin, même en restant en couple s'il le faut, si c'est le cas, parce que oui, dans le couple, il y a beaucoup de choses qui vont être trigger, ils vont se révéler, et c'est un bon moyen de travailler sur soi. Mais c'est la sécurité d'abord, la confiance ensuite, et la liberté d'être toi-même. Si tu n'as pas la sécurité et tu penses que l'autre va régler le problème, on est dans un cas toxique. D'ailleurs, elle l'a dit. Heureusement qu'elle s'est rendue compte. Évidemment, ici, Jonathan était lévitant. D'ailleurs, il partait, elle le poursuivait. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un clash ou une danse. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. OK? We don't like that. On veut pas ça. OK? Qu'est-ce qu'il a fait, Jonathan? Il s'est replié sur lui-même. Il s'est renfermé. Il est devenu encore plus flou parce qu'il était tellement genre, j'arrive pas à penser clair pour se protéger. Il n'a pas eu son instant de, je dois faire pour pouvoir venir confronter la situation avec beaucoup plus de logique et avec beaucoup plus de gestion. Et le résultat de tout ça, il y a eu de l'attaque, il y a eu de la fuite, donc combat, fuite, système nerveux, vous voyez ce que je veux dire. Et plus il fuit, plus elle attaque. Plus il fuit, plus elle attaque. Ok? Cette dynamique, it's a big no-no. C'est malsain, mais à place de dire c'est il était toxique, il n'arrêtait pas de fuir, il était émotionnellement indisponible, toi, c'est quoi ta responsabilité là-dedans? T'es où dans l'histoire? Si tu n'arrêtes pas de l'étouffer, bien évidemment, il va continuer à fuir. Le prochain point, c'est concernant la polarité inversée. J'en ai parlé un peu plus tôt, ok? Mais là, je voulais juste aller vous mettre les mots clairement. Tout le long, Cynthia prenait le lead. C'est elle qui s'imposait, c'est elle qui dominait de manière énergétique l'espace dans lequel ils étaient tous les deux. Et qu'est-ce qu'il faisait Jonathan? Même durant le dîner. Au début, il était comme Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est OK? Parce qu'il fallait bien qu'il continue la confrontation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jonathan il a reculé, il s'est limite crispé dans sa chaise, il s'est senti dévalorisé. Et ça, un homme qu'on dévalorise ne sera jamais sur son meilleur jour. Il sera le pire que tu auras vu dans ta vie parce que, qui a envie d'être dévalorisé dans cette vie déjà? En tant que femme, on ne veut pas de ça. Et forcément, quelle est la meilleure défense? C'est l'attaque. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que le féminin devient contrôlant et le masculin, il devient quoi? Effacé. Delete, bye bye. Et là, la tension, elle a commencé à monter parce que cette inversion-là, malheureusement, de la polarité, elle casse la complicité, l'attraction surtout, et elle fait quoi? Attention, mesdames et messieurs! Le pire truc dans un couple, ce n'est pas le problème de communication, c'est quoi? Le ressentiment! J'ai appelé le ressentiment des deux côtés. Ressentiment. Ressentiment, c'est quoi? C'est littéralement un sentiment de rancœur. Je vais lui faire ça pour qu'il puisse sentir ça. Je vais lui faire subir ça. C'est littéralement ça. Ce qui tue les couples, c'est pas le problème de communication, même si ça en fait partie, mais c'est d'abord et avant tout le ressentiment qui crée le problème de communication. Vous voulez avoir le meilleur exemple pour ça? Regardez Maïsan et Emin dans La Villa des Cœurs Brisés. C'est le meilleur exemple et Lucie leur a montré littéralement la communication non violente, mais même ça, ils n'ont rien pu mettre en place. Okay? En tout cas, dans l'épisode où est-ce qu'on est rendu, j'ai pas vu grand changement dans cette dynamique. Et on parlera du cas Maïsan et Emin une autre fois parce que c'est pas le sujet du jour. Mais si jamais vous voulez avoir un autre exemple qui est assez parlant, qu'a Maïsan et Emin. Voilà. Ceci m'amène au 4e point qui est les traumas derrière tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, tout ça, que ce soit du côté de Jonathan ou de Cynthia, c'est pas une question d'ego, de caractère ou encore moins, parce que certaines personnes vont me dire, ouais, mais c'est sa personnalité, c'est ma personnalité. Non, c'est pas ta personnalité. OK? Je vais prendre une gorgée d'eau parce que j'ai trop parlé là. Donc, c'est pas une question de personnalité, ni de caractère, ni d'ego.
Ici, clairement, Jonathan, il porte, probablement, hein, je veux pas lui imposer comme une injonction sur son dos là, une blessure qui est en lien avec la masculinité fragile. Je suis sûre qu'il a eu d'autres partenaires dans le passé qui l'ont fait souvent, rabaisser, heu, en tant qu'homme, ou l'ont fait sentir qu'il était inutile et cetera. Et ça crée un lien avec la honte d'être petit, pas assez comme homme, pas assez fort, pas assez intelligent, moins que les autres, trop con, peu importe. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Par contre, je vais mettre une parenthèse ici, quelque chose que j'ai vraiment aimé, et ça m'a touchée, c'est la solidarité des autres hommes, des autres participants masculins par rapport à Jonathan au bord de la plage, là je crois, c'était au bord de la plage, comment ils étaient unifiés entre eux, ils l'ont vraiment supporté, ils l'ont pas fait sentir comme un moins que rien. Et pourtant, généralement, les hommes sont constamment en compétition. Et ça, habituellement, c'est quelque chose de l'ordre du caractère féminin. Et c'est beau de voir des hommes être capables de sortir le côté féminin chez eux et de le mettre en place au sein de leur groupe d'amis, quoi. Cynthia, pour sa part, je dirais que la blessure qu'elle porte, c'est littéralement, comme je disais tout à l'heure, il y a l'abandon et la trahison. Mais dans ce cas-ci, je mettrais plus le doigt sur une blessure du féminin trahi. Heu, Parce que de ce que je comprends, c'est qu'elle a appris à se protéger en devenant la fille qui est dure, qui est exigeante, qui est contrôlante, qui c'est épuisant, hein, je vous le dis, hein, heu, qui contrôle l'autre pour ne plus se sentir comme impuissante ou ne pas avoir de pouvoir, OK? Et ce couple, littéralement, c'est vraiment un exemple, et prenez note de ça, hein, les filles, parce que vous n'aurez pas vu aussi drastiquement parlant un autre exemple que celui-ci. Ce couple, c'est l'exemple parfait de l'armure masculine chez la femme qui détruit la connexion avec un homme. Et quand chacun parle depuis son trauma, au lieu de parler d'un espace de vulnérabilité, eh bien la relation, elle devient automatiquement un champ de bataille. C'est la guerre des 100 ans, la guerre d'Algérie, appelle ça comme tu veux. C'est la guerre froide. Voilà, c'est pas une très belle DA, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de devenir une forme de refuge. Hein, il y a une expression qui dit: «Monsieur va chez madame parce que monsieur trouve la paix chez elle». Et si madame, elle n'est pas heureuse, ben monsieur ne peut pas montrer son meilleur jour, et le plus beau exploit de monsieur, c'est de voir sa femme heureuse. Donc ça, c'était vraiment un point que je voulais aborder avec vous avant de passer aux autres couples pour faire le comparatif, et pour pas rester bloqué sur le cas Cynthia Jonathan, parce que je pense qu'il a déjà pris pas mal de place, et c'est un cas qui est assez, une dynamique qui est assez révélatrice. Mais c'était important pour moi de parler un petit peu les autres. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de Julie et Charles, mais je voudrais juste revenir un petit peu sur leur cas. Alors, je le disais, en fait, elle avait le dilemme. euh, Soit elle choisissait le physique, ou elle choisissait ce qu'il y a au niveau de l'intérieur. Et ce qu'on voit ici au niveau de ce couple, c'est vraiment un combat entre l'attirance instinctive et la connexion émotionnelle. Et ça, on l'a vu aussi, je pense, dans Love is Blind Sweden, avec Carolina, et j'ai oublié c'est quoi le nom du gars là, j'ai oublié c'est quoi son nom, mais je pense qu'ils sont encore ensemble aujourd'hui parce qu'elle a su travailler ça sur elle-même. Et surtout ici, il y avait la peur du rejet chez Charles, la peur de ne pas être choisi en fait, parce que, et quand même avec son vécu, j'imagine le gars il se dit: «Mais ma mère elle m'a abandonné, l'autre il m'a pas choisi». Il y a vraiment une grosse histoire au niveau du rejet, de l'abandon à ce niveau-là. Et je sais pas, et franchement ça doit vraiment être un homme masculin et sécure, à ce niveau-là, pour garder le sang-froid, parce que d'autres mecs auraient pété les plombs et ils auraient été les plus exécrables possible, OK? Mais lui a été patient, il était dévoué, il voulait vraiment, construire quelque chose avec elle. Et elle, malheureusement, chez elle, il y a eu une peur de s'enfermer dans une relation qui correspondait pas à ses standards. Je vais pas vous dire de baisser vos standards. Jamais de la vie, je dirais à une femme de baisser ses standards, parce que le plus que de standards que tu as, le plus que monsieur va répondre à cette exigence avec excellence. Mais je dirais, ça peut faire peur de trouver un homme qui est sécurisant quand physiquement, c'est pas notre vision de ce qui est attirant. Je ferme la parenthèse sur le cas de Julie et Charles, parce que je trouve que c'est pas les plus
On peut eux, ils sont encore sauvables, OK? J'aimerais passer au cas Galien et Tatiana. Alors, Galien, je sais pas si vous vous souvenez, mais lui, il s'est fait exclure pour non-respect des règles. J'ai même pas compris comment il a fait. Mon cerveau, il a quand j'ai vu la scène, j'étais en train de texter mon ami, j'étais comme: «How the fuck did he do that?» J'étais vraiment en mode choquée. Hem, Ce qui m'a fait de la peine et je pensais pas à ce point-là que Tatiana était accrochée, mais après, j'ai envie de vous dire 10 jours enfermée, avec de l'alcool, peut-être que ça s'est un petit peu intensifié cet effet-là de tout s'est quadruplé en termes d'émotions, j'imagine, avec l'enfermement. Mais, je m'attendais pas à ce que Tatiana, comme personnage, soit autant sensible et à fleur de peau. Mais après, quand j'ai regardé avec du recul la situation avec Galien, je me suis dit: «Ah ouais, non mais là, on parle d'un abandon qui est brutal, ça l'a coupé court, en fait. C'est comme couper l'herbe sous le pied, en fait». Et c'est triste parce qu'elle est passée de l'illusion d'une connexion qui est forte à une forme de trahison qui était, instantanée et c'est traumatisant. Je vais pas vous mentir, ça peut vraiment être traumatisant et ça peut réanimer toutes les blessures de l'abandon du passé, jusqu'à l'âge adulte et je suis certaine que Tatiana doit se dire, déjà par rapport au fait qu'elle soit maman solo, elle se sentait moins que les autres, mais elle doit se dire aussi: «Je répète les mêmes schémas, je suis une bonne à rien, je suis pas assez» et cetera. Je pense qu'il y a eu quand même ces réflexions-là, ces pensées-là au niveau, inconscient, c'est sûr qu'ils nous montrent pas tout, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comme je disais, je pense vraiment qu'il y a une blessure de l'abandon et je crois vraiment qu'il y a aussi un discours de je pense qu'elle avait dit: «Je croyais qu'on avançait ensemble et soudain, ben, tu disparais». Je crois qu'elle lui avait dit quand ils se sont revus, je crois, je suis pas sûre. Et comme je disais, ben, malheureusement, quand on vit quelque chose comme ça qui vient encore créer une espèce d'effet de surprise chez nous, bah, ça réactive, nos peurs, d'être toujours celle qu'on va laisser tomber. Et donc elle va être constamment en train de prévenir, d'ailleurs un peu avec Yannick, il y a un peu de ça, hein, de prévenir quand est-ce qu'on va nous laisser tomber, laisser bye bye, OK? Donc ouais, c'est un cas particulier, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître dans ça. J'aimerais parler du cas de Sarah. Ici, je voulais parler de la blessure de la sororité, OK? Heu, Sarah, elle incarne clairement ce que j'appelle le faux féminin. Le faux féminin, pourquoi? Parce que, un féminin basé sur de la séduction manipulatrice, heu, fusionnée ou plutôt, avec des épices à la ultimatum, à la compétition du type masculine, et à l'image, constamment en train de parce que je suis Miss Parfaite, au point de dire: «Ouais, si tu me DM, nanana, shut up», OK? C'est vrai qu'elle a du charme, mais le problème, c'est qu'elle l'utilise pas à bon escient. Elle l'utilise dans l'idée de créer du contrôle et pour qu'elle puisse bien briller, en fait, se montrer à son plus beau jour. Le problème, c'est on sait pas c'est qui vraiment Sarah, mis à part quand on a commencé à voir ce qu'elle a dit derrière, Julie, c'est ça son nom? Julie? Derrière Julie. Quand on a vu ça, on s'est dit: «Ah OK, bah, en fait, c'est juste une peste». On n'a pas connu le côté véritablement vulnérable, touchant. Il y a rien eu de tout ça, en fait. C'est juste une façade de fausse féminité. «Ouais, je me mets un rouge à lèvres rouge. Est-ce qu'il y a du lourd, de l'autre côté? Est-ce que» c'est too much et franchement, moi qui est algérienne, je me dis: «Mais what the fuck man?» Elle représente pas les femmes algériennes, OK? She is who she is and that's fine et sans ajouter tout le côté: «Ouais, je parle en anglais, couple goal». Je pense que c'est elle qui a dit couple goal, je suis pas sûre. Donc il y a ça aussi que je trouvais assez, ouais, c'était important de le révéler à ce niveau-là et au début, du côté masculin, ce type de femme, OK, juste pour que vous sachiez, ça peut paraître, attirant, impressionnant, je dirais même pas attirant, je dirais impressionnant au début, sauf qu'en réalité, on se rend vite fait qu'en fait, c'est juste une façade, OK? Et derrière ça, il y a souvent une blessure de: «Si je me montre telle que je suis, je ne serai jamais choisie. Donc vaut mieux que je contrôle mon image et que je devienne Miss Parfaite, comme ça on n'aura rien à me reprocher». Et là, on est clairement dans ce qu'on appelle le féminin blessé qui doit séduire pour survivre, mais qui refuse d'ouvrir son cœur et d'être dans la vulnérabilité pour vraiment se montrer qui elle est. Ensuite vient le cas de Sabrina, je crois, je sais plus, OK? Elle, oh my god, c'est le typique exemple de l'auto-sabotage. OK? Je suis désolée de le dire ça comme ça, mais Van Me, c'est ça son nom, Van Me, ne peut pas
être dans la proximité avec toi si constamment par ton physique, tu es trop en train de manipuler les gestes de tes mouvements et que tu es dans une forme de paralysie relationnelle. Je sais pas si c'est peut-être les caméras qui ont fait ça, mais ça se voit trop qu'elle... peut-être que c'est l'effet des caméras, je sais pas, ok? Mais ça se voit trop qu'elle est en doute d'elle-même, elle doute de comment elle doit se placer pour qu'il la regarde, elle hésite, elle recule, là après, au milieu de tout le monde, elle commence à lui faire des reproches, à le rabaisser, et après, en privé, elle commence à lui parler de ses ex. J'ai rien compris, moi. Elle provoque les situations, elle crée les situations, puis après, c'est pas de sa faute. Sauf que à chaque fois qu'elle fait ça, qu'elle est dans l'hésitation, dans le doute, dans le elle veut avancer, mais à chaque pas qu'elle va mettre en place, elle déclenche la peur de se tromper en même temps. Fait que j'arrivais pas à voir clair de ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle avait. C'est trop flou pour moi. Et ça, c'est le typique comportement d'une personne qui est dans l'auto-sabotage. C'est pas qu'elle veut pas aimer, c'est que son système nerveux, littéralement, a associé l'amour à un danger. D'ailleurs, elle a dit, littéralement, ton téléphone, moi je fouille dedans, etc. Quelque chose comme ça. D'accord? Sauf que ça, malheureusement, c'est de l'auto-sabotage et de l'hyper-contrôle. Et littéralement, il y avait des monstres qui étaient en maillot de bain, elle pensait qu'elle allait lui faire des compliments et tout. Et son corps exposait cette paralysie physique et paralysie relationnelle. Parce qu'elle aurait pu en jouer, ok? Mais son corps lui dit stop. Elle a parlé du fait que dans le passé, elle a eu des situations d'abandon, de je sais pas quoi. Donc, je peux comprendre le fonctionnement, mais encore une fois, tu peux pas être à ton meilleur jour avec ça. Clairement. Ok? Parce que tu pourrais avoir devant toi le meilleur mec du monde possible. Et je crois sincèrement que Vanmi, il a l'air d'être un homme bien. Ok? Mais malheureusement, par ton comportement, la relation va tranquillement s'essouffler et il y en aura plus. Le cas de Sabrina et Vanmi, c'est l'un des couples les plus sensibles du show pour moi. Il n'y a pas eu vraiment, comme Jonathan et Cynthia, de clash, mais il y a eu un petit drame quand même, ok? Et ce drame-là, moi, je ne l'ai pas apprécié parce que, encore une fois, on parle de blessure de sororité, ça vient d'une insécurité émotionnelle. Il n'y a pas besoin de se comparer avec une autre personne. La rabaisser par rapport à ses attraits physiques et la traiter de pute parce que on juge que nous, on a des meilleures morales ou quoi que ce soit. C'est pas pour bâcher aussi sur les femmes maghrébines. Et sérieusement, quand j'ai vu cette émission, j'avais peur que le monde entier pense que les maghrébines, on est sauvages, entre guillemets, là, parce qu'on ne l'est pas. Et je trouve que la colère, c'est une belle émotion chez la femme, surtout quand elle est bien utilisée, d'accord? Seulement, ce que j'ai pas apprécié, peut-être que je suppose, hein, ça vient aussi de son passé, de son enfance, et c'est quelque chose qui est très courant chez les familles maghrébines, c'est de la comparaison. Ne fais pas comme si, parce que la honte, l'autre il va parler de toi. Fais comme ta cousine, elle est comme ça. Sois pas comme si, regarde ta soeur comment elle est mieux que toi. Il y a beaucoup de femmes qui ont grandi dans cette injonction-là. Donc la question que je me pose, est-ce que ça vient pas d'un conditionnement ou est-ce que sa propre mère peut-être le slut shame ou ses propres figures féminines autour d'elle l'ont pas slut shame durant l'enfance par rapport au regard des autres qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est une façon pour elle de se défendre, de se sentir mieux moralement, d'avoir une sorte de complexe de supériorité qu'elle est mieux que les autres. Il y a beaucoup de comportements d'auto-sabotage que j'ai vu chez elle, comme j'ai... En tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué. Mais parlons de la relation avec Vanille. Ce que j'ai remarqué, je trouve ça très intéressant encore une fois, on attire ce qu'on est et on attire ce qu'on veut pas. Ok? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le point en commun qu'ils ont tous les deux, c'est l'infidélité et la trahison. On va pas se mentir, Vanmi, je pense qu'elle a été 8 ans avec une fille et elle a trahi, elle a trompé. Et elle a vécu aussi des histoires d'infidélité. Ok? Et ça crée un besoin de sécurité énorme quand on a un point en commun avec une autre personne, comme celui-ci, parce qu'on va essayer de mettre une espèce de cocon basé sur des bonnes valeurs, telles que la loyauté, par exemple, l'honnêteté. Et ces mots-là, ils deviennent tellement pesants dans la relation que ça devient des mots sacrés. Que le tout va tourner sur
Ça peut être vraiment pesant sur du long terme. Valmy, personnellement, moi, je l'ai beaucoup aimé. OK? Malgré que ça peut être mal vu, le fait qu'il s'ouvre peut-être plus difficilement, il montre moins ses failles, il a besoin d'un terrain sûr pour justement être capable de se confier, de tolérer certains comportements de Sabrina que je trouve vraiment de l'ordre de l'auto-sabotage. Par exemple, les hésitations, les silences, même physiquement, il y avait il y avait trop de comportements robots limite dans lesquels elle l'engageait avec lui. Et comme je l'ai dit, mesdames, votre physique, votre énergie communique plus que vos mots. Moi, personnellement, je l'ai trouvé intéressant dans ce sens-là parce que oui, c'est vrai que son ancienne relation a un impact sur sa façon d'approcher l'amour aujourd'hui et les relations. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que pour moi, je l'ai vu comme de la pudeur. Et c'est ce que j'aime beaucoup des traditions asiatiques. C'est cette réserve-là qu'on se garde par pudeur, par respect, pour ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. C'est pas 100% du contrôle, mais ça peut aller dans certains conditionnements familiales. Mais pour moi, je l'ai vu dans ce cas-ci par sa maturité beaucoup plus comme une forme de maîtrise de soi, une maîtrise émotionnelle. Et Sabrina, elle a vraiment un attachement anxieux plus, d'accord? Et elle se sent, elle ressent tout vite, tout va vite, tout trop vite, ok? Elle a aimé la connexion directe parce qu'elle s'est sentie beaucoup plus en sécurité, puis elle a cliqué sur le mot loyauté et honnêteté. Elle a aimé que c'était quelqu'un qui est quand même assez dans la clarté. Mais le problème, c'est que ses blessures viennent encore créer de l'auto-sabotage. La blessure de la loyauté, la blessure de la trahison, la blessure de l'abandon participent. Et elle a dit elle-même des choses que moi, j'étais comme, oh my God, what the F? Go take care of it and then talk about it later. C'est cette dépendance affective. Sauf que aucun homme veut d'une femme qui est dépendante affective de lui. Ou si il est d'accord avec ça, ça va se jouer, c'est ce qu'on appelle un trauma bond, un lien traumatique. On va attirer ce qu'on connaît parce que même si c'est dysfonctionnel, c'est sécuritaire et je pense que c'est sans rendre compte, encore une fois, elle cherchait ça. Elle cherchait la dopamine, le cortisol, l'adrénaline à laquelle elle est habituée, elle est addicte dans ses anciennes relations pour pouvoir se sentir vraiment aimée en quelque sorte. OK? Ce que j'ai aimé chez Sabrina, c'est qu'elle, oui, elle voulait de la sincérité, ce qui est normal hein, dans un couple. Par contre, cette sincérité-là, ce que j'ai aimé, comme elle a été vraiment l'exemple de ça, et beaucoup de femmes ne s'en rendent pas compte, et ça, c'était important pour moi de le mettre ici, c'est que quand on met trop de pression sur certaines valeurs, OK? Malheureusement, on va parfois jouer une façade pour protéger son cœur et pour ne pas laisser paraître ses propres peurs, ok? Donc, pour moi, ces mots-là, quelque part, elle les a utilisés un peu comme un masque pour rassurer sa dépendance affective. Je sais pas si vous me suivez. En tout cas, j'ai pas que oui. Et ça, malheureusement, ça peut affecter drastiquement la polarité parce que ça peut amener à des explosions. OK? Vu qu'on n'est pas habitué quand c'est doux, on est habitué au chaos, on va chercher le chaos. Et le cas où est-ce que justement il y a eu la conversation de groupe où est-ce qu'elle a explosé, donc c'est pour ça que je parlais de façade, c'est qu'elle disait rien, elle lui disait même, elle a dû l'humilier pour lui faire passer un message. Il me dit jamais que je suis belle, il me dit, elle était tellement habituée à des hommes qui la love bomb, et celui-ci prenait tellement son temps qu'elle s'est renfermée, elle a rien dit, ce qu'on appelle de la complaisance. Attention, la complaisance, le people pleasing, c'est une forme de manipulation, même si c'est inconscient. OK? On l'a tous fait par protection, mais c'était juste pour vous faire comprendre que ici, même si c'est une façon de se protéger, entre guillemets, ça reste que c'est une forme de manipulation inconsciente. OK? Et à force de tout garder à l'intérieur d'elle, elle disait rien. Elle a fini par quoi? Par utiliser ça dans un moment où est-ce qu'il y avait d'autres personnes, donc il y avait un groupe d'appartenance, et elle lui a explosé dessus. Et ce que j'ai aimé, ce qu'il lui a dit, il a bien corrigé. Et ça, j'aime beaucoup les hommes qui sont droits dans leur basket et qui sont, entre guillemets, autoritaires, qui ont la bonne autorité masculine. Il lui a dit, mais c'est pas correct ce que tu viens de faire, en gros. Genre, imagine que c'est devant les membres de ma famille. Je passe pour qui? Et ça peut vraiment faire mal à l'ego d'un homme, le rabaisser
et lui faire sentir comme un moins que rien, surtout quand il voit, en fait, au final, il pensait que tout va bien dans le meilleur des mondes et que, ben, en fait, sa copine, ça va pas du tout, sa femme, ça va pas et elle est en insécurité totale. Donc, ça va le mettre malheureux. Il va se dire, mais putain, j'ai manqué des signes, quoi. Mais en même temps, il peut pas lire dans sa tête. Et par la suite, il y a eu tout le côté où est-ce qu'elle a slut shame ses ex ou soit qui lui a montré parce que c'est elle qui l'a poussé. Tu cherches et tu obtiens. T'as cherché à connaître, à ressembler à quoi, etc. pour te comparer parce que c'est pour ça que je disais la comparaison. Je suis sûre que Sabrina, la grande danse de milieu, parce qu'on l'a souvent comparée dans l'enfance et c'est pour ça qu'elle éprouve le besoin de faire ça. J'ai l'impression qu'elle a eu un conditionnement de la sorte. Donc, c'est pour ça qu'elle a éprouvé le besoin de savoir à quoi ressemblaient ces filles-là pour se rassurer. Sauf que malheureusement, tu te rassures pas, tu es en train de créer du drama qui ne sert à rien. Et après, tu fais quoi? En te comparant, tu rabaisses d'autres femmes par rapport à leur attrait physique. Ça, c'est vraiment pas cool. Clairement, il y a une blessure du féminin qui est subtile, mais qui est là, qui est une insécurité, une recherche de créer de la confiance, mais ça a quand même créé l'explosion. Par contre, comme je sais pas si je l'ai dit dans ce segment-ci, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle s'est repris, elle a créé son mea culpa, elle s'est excusée, et il y a eu cette discussion-là qui était assez smart entre les deux. OK? Aussi, quand Sabrina doute, ses doutes, justement, la poussent à l'auto-sabotage. Elle pourrait, et elle a essayé de pousser Vanmi à obtenir une preuve et elle savait que ça pourrait la gêner, mais elle l'a quand même fait. Et dès que Vanmi prend un peu de recul parce qu'il en a besoin pour réfléchir, peu importe, Sabrina, elle va l'interpréter comme une forme de rejet et comme une prémonition, une assumption, on dit en anglais, elle assume d'avance qu'il y aura trahison, il y aura infidélité. Ce qu'il faut prendre de ce que je viens de dire là, ce qu'il faut retenir, c'est que ce couple nous rappelle une chose qui est super importante. Que la douleur du passé, c'est pas un drame. Ça devrait pas être un drame. Mais un champ de travail à deux. Parce que dans le couple, il y a des choses qui vont sortir, qui vont revenir sur la surface par rapport à notre passé. OK? On va être probably triggered. Et nos triggers, nos déclencheurs sont le meilleur GPS pour naviguer une relation. Et aussi, on tombe pas amoureux simplement d'un idéal ou d'une passion explosive. Parce que Sabrina cherchait tout le temps ça. Juste par rapport à la scène de la piscine. Pourquoi il me dit pas ci, pourquoi il me dit ça? Il est concentré sur lui-même. OK? Parce que pour elle, c'est comme ça qu'on tombe amoureux. Mais Vanmi est en train de lui apprendre qu'on peut tomber amoureux aussi dans la patience et dans un espoir qu'il y a une fidélité et dans la constance dans le comportement. Sauf que pour comprendre ça, il faut que les deux soient dans cette conscience d'accepter leurs propres blessures du passé et les voir comme plutôt comme des signaux, des moyens de communiquer leur peur au lieu de la projeter sur l'autre. Et je termine sur un dernier point. J'ai vraiment aimé la sorte de Vanny, comment qu'elle a été franche et honnête, directe avec Sabrina. Mais encore une fois, Sabrina n'aurait jamais dû poser la question à sa sœur par rapport à son ex. Et je termine là-dessus par rapport à Sabrina et Vanmy. Donc maintenant, on va poursuivre avec le fameux match que je trouve pas très matchy. Je pense que mon expression faciale le dit très bien. C'est le Thomas et Kim. Kim et Thomas. C'est le typique exemple de la façade du couple gentil. À première vue, Kim et Thomas, c'était le couple le plus tranquille, posé, sans drame. On a vu qu'il y avait quand même de l'alchimie, etc. dans les pods. Même si je crois sincèrement qu'elle s'est auto-sabotée, que c'était pas Thomas qu'il lui fallait, mais l'autre, j'ai oublié c'est quoi son nom. Il aurait été dans le niveau social qu'elle voudrait être, OK? Il n'y a pas eu de drama, comme j'ai dit, aussi explosif comme Cynthia et Jonathan. C'est vraiment, ils sont un cas. Il n'y a pas eu de cas de manipulation à la Sarah style. Mais par contre, la dynamique qu'ils ont eue, elle révèle tellement, mais tellement de fragilité dans ce couple et sincèrement un manque de profondeur émotionnelle totale. OK? Mon problème avec Thomas, c'est que j'ai devant moi quelqu'un qui est hyper insécure et un peu trop gentil. OK? Et l'homme gentil ne fait pas rêver la femme. OK? Si vous voulez avoir un bel exemple de ce que la femme cherche dans la vie, si c'est monsieur, vous m'écoutez, regardez l'émission sur Netflix qui s'appelle Sex Life. Vous allez comprendre que les femmes veulent
oui, de la gentillesse, mais elles veulent aussi le côté bad boy, ok? Parce que c'est notre instinct de survie, c'est comme ça. Et c'est-à-dire que ce qu'elles cherchent dans le côté bad boy, c'est le côté euh, l'effet de vibrer. Et ça peut être sain quand on trouve les deux ensemble dans le même niveau avec une certaine balance, d'accord? Le problème avec Thomas, c'est que c'est trop abusé. Et je suis sûre que même avec la mère de sa fille, il a dû avoir affaire à quelque chose dans ce sens-là, où est-ce qu'il a été trop bon, trop con. Euh, Thomas, pour moi, c'est quelqu'un qui est juste en mode surface. C'est-à-dire que en surface, il paraît qu'il est calme, il paraît poli, il a l'air posé. Mais le problème, et il donne aussi une image de très monsieur très stable, ok? Le problème que j'ai avec Thomas, c'est que pour moi, il ne va pas dans la profondeur émotionnelle. Ok? Dès qu'il voit qu'une situation elle commence à stresser, c'est un conflit, il commence à chercher des moyens pour fuir. Je comprends pas. Il développe des comportements de quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions. Et le problème que j'ai avec Thomas, c'est que il n'a pas cette présence émotionnelle. Il a zéro présence émotionnelle. Une femme, elle a besoin que le côté masculin chez l'homme, le côté autoritaire sain, soit assez présent pour que quand elle est dans cette tempête dramatique, ok, elle peut venir se poser et monsieur va remettre les points sur les i et les barres sur les t. Sauf que là, en ce moment, le problème dans la polarité, c'était plus Kim qui essayait d'avoir ce comportement-là masculin parce que Thomas a clairement, c'est le typique, hein, le typique masculin évitant et masculin blessé. Et le problème que j'ai avec Thomas, c'est qu'il cherche trop à bien faire. Il veut pas blesser, il veut pas dire les choses, il veut que tout aille bien. C'est pas Disney, là. On n'est pas dans un film Hollywood, on n'est pas dans Disney. Et le problème, c'est qu'il garde tout à l'intérieur et il se verrouille à l'intérieur. Et le résultat, c'est qu'on a l'impression qu'il est là physiquement, mais il n'est pas vraiment là parce qu'il est en train de dissocier à cause de ses émotions qu'il vit à l'intérieur de lui. Ce que ça fait, c'est que ça fait combat-fuite, freeze. Dissociation. Son système nerveux, il finit par dissocier parce qu'il y a trop cette complication à l'intérieur de lui où est-ce qu'il veut être dans la confrontation parce qu'il veut se défendre, entre guillemets. Mais comme il est gentil, c'est la seule injonction, puis c'est la seule manière dont il s'est identifié, son identité tourne autour de ça. Donc il va fuir, il va éviter. Et quand on le met sur l'effet des choses, ben il se braque et on le voit qu'on dirait qu'il est là physiquement, il est assis, mais on dirait que son âme sort en fait. On sent pas que il peut être le pilier du couple. Et le problème avec Kim, c'est qu'elle, elle arrive avec un désir de connexion intense. Elle veut de la passion, elle veut du magnétisme, elle veut du feu, elle veut quelque chose à la Hollywood. Et le problème de Kim aussi, c'est que vu qu'elle vient d'un bagage où est-ce que tout est défini par la perfection, elle cherche un partenaire ou elle trouve plutôt un partenaire, euh, elle court après un partenaire, on va dire ça comme ça, qui va lui être suffisant, mais pas un partenaire qui va être nourrissant pour la relation et elle. Et elle va être constamment, et ça s'ils restent ensemble, ça va être une catastrophe, hein, parce qu'elle va être constamment dans la course de la recherche du déclic, de quelque chose qui lui manque. L'intensité, la profondeur, c'est le I see you, you see me. Et c'est pour ça qu'elle était souvent agacée, frustrée, dans le doute. Et sa meilleure stratégie, c'était toujours de jouer le rôle de la meuf hautaine. OK? La drama queen. Tu dois être comme moi, je veux que tu sois. Parce que je suis sûre aussi qu'elle a grandi dans un environnement où est-ce que on la définissait parce qu'elle faisait, parce qu'elle mettait en place et pas par qui vraiment elle était. No shit, parce qu'elle a choisi quand même un métier comme celui de juriste. Et les juristes, généralement, il y a ce côté-là un peu rigide, psychorigide, dès qu'il faut rentrer dans un cadre. OK? Sauf que Kim, let me tell you something, tes airs de fausse bourgeoisie, parce que je m'excuse, les comportements qu'elle a eu à table par rapport à la histoire de tartine au beurre, aucune personne qui a grandi dans une famille bourgeoise ou aristocrate, et j'en connais, et j'ai été avec quelqu'un dans ce type de milieu-là, va venir te faire la remarque à table comme ça, ou te rabaisser à table comme ça. Ils vont en parler entre eux. Tu vas finir par entendre quelqu'un qui va te faire la remarque, en one-on-one,
ou quelqu'un va venir directement te le dire, mais ça sera pas à table qu'ils vont te faire la remarque. Parce que je m'excuse, mais la bienséance, c'est pas juste dans la tartine, comment tu coupes ton pain, comment tu tiens tes couverts, comment tu mets pas tes coudes sur la table, comment tu respires, comment tu bois, etc. C'est surtout le bon comportement, ok? Et comment tu es face aux autres. Si tu es exécrable, t'as beau avoir toutes les manières de la bienséance, it's shit. C'est du vide. OK? Et mon problème avec Kim, c'est que elle est trop, comment dire, l'expression c'est marloa, OK? Pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire marloa, ça veut dire que dès qu'elle voit un truc qui est un peu luxueux, c'est genre elle devient affolée en fait. Et dans la scène de la table, moi je l'ai remarqué, je me suis dit mais la gênance quoi, c'est vraiment fucking cringe. Genre calme-toi, OK? C'est juste Robuchon. OK? Puis d'ailleurs, je pense que Robuchon il est même pas dans le 6e, je crois qu'il est dans le 7e arrondissement de Paris. Puis c'est juste une purée de pommes de terre. OK, oui, elle est excellente. On peut voir son côté petite fille être passionnée, émerveillée, that's OK. Sauf que c'est pas à chaque fois que tu vas vivre une expérience luxueuse que tu vas commencer à t'affoler de la sorte. À un moment donné, il faut se comporter comme des adultes. Mais ce que je comprends et ce que j'en interprète, c'est que elle a été habituée dans un monde où est-ce qu'il fallait avoir ces choses-là pour se sentir d'une certaine valeur. OK? Et au niveau de la relation et la dynamique de la relation, c'est une relation, pour moi, qui ne va aller nulle part parce que chacun joue un rôle. J'ai pas l'impression qu'ils sont vrais. L'autre, elle veut montrer sa valeur et toute sa vie tourne autour de ses lunettes Chanel et je sais pas quoi. Et l'autre, il essaye de son mieux avec son côté intellectuel. Je te montre pas trop mon côté affectif, mais en même temps, je stresse, etc. Et malheureusement, lui, en faisant ça, il joue le rôle de l'homme faible. Sauf qu'un engagement sans affection, un engagement sans affectif, ça sert à rien. Et Kim, là-dedans, ce que moi, j'ai pas aimé, c'est qu'elle a joué le rôle de la meuf, de la femme compréhensive. Le problème, c'est que plus que tu es dans cet état-là, le plus que tu vas attirer du doute à l'intérieur de toi, et tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que je vais me contenter de ça? Est-ce que c'est à mon niveau? Donc là, malheureusement, étant donné qu'il y a le conditionnement de l'enfance par rapport à la perfection, etc., elle va se mettre elle-même des doutes, OK, qui vont faire en sorte qu'elle pourra pas se montrer à son meilleur jour. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est une forme d'auto-sabotage, hein, OK? Et parce que, en fait, elle se dit, elle va se mettre à douter de sa propre valeur par rapport à ce qu'elle vaut et ce qu'elle sait valoir. C'est une polarité pour moi qui manque d'alchimie, qui manque d'électricité, qui manque d'amour. Et une polarité de manque d'un masculin intégré et d'un féminin incarné. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il y a un manque de vulnérabilité partagée. Et encore une fois, tout est sous une forme de façade. La leçon à prendre derrière tout ça, c'est que beaucoup de femmes vivent cette situation-là. OK? Et elles connaissent ce genre de situation. En tout cas, j'ai beaucoup de clientes qui m'ont présenté des situations similaires. Être avec quelqu'un qui est gentil, sur papier, croyez-moi, c'est beau, c'est magnifique, parce qu'on se dit « Ah, c'est la chose la plus mature à faire. » Le problème, c'est que ça ne suffit pas. OK? Ça ne suffit pas dans le sens que, ici, quand on voit ce couple-là, on peut pas se dire qu'ils sont complices, on peut pas se dire qu'ils sont amoureux. C'est trop dans la façade, c'est trop comme sur papier, c'est trop carré, c'est faux. Il n'y a pas de rencontre au niveau émotionnel. Et c'est un piège de croire que la gentillesse et la stabilité, en guillemets, pour moi, Thomas, il n'est pas stable. OK? La stabilité et la gentillesse suffisent, ils sont assez pour bâtir une soi-disant relation magnétique et mature. La relation, elle demande, dans ce cas-ci, beaucoup plus. Elle demande, number one, une présence émotionnelle hyper consciente. En deuxième, la capacité de se dévoiler tel qu'on est sans avoir honte de qui on est ou avoir peur d'être affecté par le regard de l'autre. Et de cette manière, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'intimité émotionnelle. OK? Sans ça, encore une fois, on est dans une relation complètement type façade.
Et Kim, moi, elle m'a beaucoup trigger, hein. Je vais pas vous mentir. Elle m'a beaucoup trigger, puis surtout la scène où est-ce qu'elle pensait qu'elle parlait à Thomas, puis c'était pas Thomas. Puis j'étais comme, what the fuck are you doing? Elle avait l'exemple du partenaire qu'elle cherchait chez l'autre. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est, comment ça aurait pu se passer et tout ça. On peut pas prédire ce qui n'existe pas, ou peut-être qu'ils ont les images, mais ils ne peuvent pas nous montrer, parce que voilà, c'est toute une question de montage aussi, et de faire du drama, etc. Mais c'était important pour moi de parler du cas de Kim parce que elle s'est auto-sabotée elle-même dans cette situation-là. OK? Et sans justement intimité émotionnelle, on glisse vers la relation de façade. La relation de façade, c'est là où l'un va finir par chercher ailleurs au final ce qu'il ne trouve pas dans la relation. Et d'ailleurs, il y a eu la situation avec Anaïs, là. Je vais mettre une parenthèse par rapport à ça. D'ailleurs, Anaïs et un gars dans les pods, ils se sont mariés et c'est le seul couple marié jusqu'à ce jour qu'on sait que c'est bon, c'est juste qu'on les a pas vus à la télé. L'histoire avec Anaïs et la copine d'Anaïs et Thomas, j'aurais aimé qu'elle ne soit pas utilisée dans cette situation-là parce que ça a donné aussi une chance à Kim de revenir à ses travers, à ses comportements d'auto-sabotage. Puis la remise en question de comme est-ce que je suis pas assez, parce que je suis sûre qu'elle s'est dit ça par rapport à ça. Et l'histoire de Thomas par rapport à cette meuf, mesdames, tant que l'homme n'officialise pas ou que vous n'avez pas tous les deux officialisé la relation et que vous n'êtes pas en couple, de ce que j'ai compris par rapport à TikTok, hein, encore une fois, et que il n'y a pas de mariage, parce qu'un contrat de mariage va venir consolider les choses, et qu'il n'y a pas mis de mots sur la relation, on peut pas parler de trahison. Donc peut-être qu'il l'a fréquenté avant l'émission, et c'était pas quelqu'un qui était important émotionnellement, fait qu'il n'a pas voulu en parler, which is fine. Donc je ne vois pas l'utilité de ramener ce drama-là quand ici il y a une volonté de s'engager de base. Je mets bien des guillemets ici, parce que, let's be honest, leur engagement il est bancal. Ok? Je ferme cette parenthèse. Passons au cas d'Alexandre et Chloé. Je vous le dis de l'avance, je ne vois pas du tout ce couple finir ensemble. Ok? Parce que pour moi, c'est le typique couple qui vit dans la projection et loin de la réalité des choses. C'est qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, d'entrée, quand on les a vus dans les premières minutes, Alexandre et Chloé, c'était comme bang. C'était le type de relation qui est basée sur l'idéalisation. Les deux se sont idéalisés. OK? Alexandre s'est projeté un peu trop vite dans la relation. OK? Et il a commencé directement à parler de futur, d'engagement, de promesses, blablabla. Et de loin, quand on voit ça, on se dit « Ah, wow, ben peut-être qu'il vraiment il est amoureux puis que c'est de la passion. » Sauf qu'en réalité, de ce que moi j'ai bien pu observer et comprendre, c'est drivé par de la peur. Et la peur ici, c'était la peur de perdre dans Love is Blind. La peur de ne pas être choisi ou de ne pas choisir quelqu'un au final. Alors, il a verrouillé Chloé, il l'a mis dans un cadenas, ok? Done. Et il s'est mis dans l'état de promesse, etc. Ouais, à un moment donné, il a fait une promesse, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait dit. Et il s'est accroché, en fait, à ça, en fait. Et il a scellé directement la relation avant même que en dehors des pods, elle commence à exister. Ok? Je comprends, l'objectif c'est de tomber amoureux dans les pods, sauf que là pour moi, c'était plus une espèce d'ivresse de l'idéalisation de ce qu'on fait d'un couple ou de l'amour, plus qu'autre chose. Pour moi, ce couple-là n'existe pas. Alexandre, pour moi, c'est quelqu'un qui a un attachement anxieux plus, et son système nerveux n'est pas apaisé tant qu'il n'y a pas de garantie. Il a une peur viscérale, drastique de tout ce qui est incertain. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme mécanisme de défense? Il a ajouté l'intensité, il a accéléré le processus, il est tombé amoureux vite à une vitesse qui n'est même pas naturelle. Je pense que, d'après moi, ça va pas durer plus que 4 jours, hein, cette histoire. Mais tout ça, ça a été dicté et dirigé par un besoin d'être en sécurité, et qui est drivé par la peur de ne pas perdre et de ne pas choisir ou de ne pas être choisi. OK? En apparence, comme je disais, c'est de la passion. En profondeur, c'est de l'angoisse et de la peur, de la blessure, de l'abandon. Chloé, elle a été aussi dans cette intensité-là.
elle avait les larmes aux yeux, elle en parlait, elle était à fleur de peau par rapport à ça. Je crois que parce elle avait dit qu'elle avait une trahison, si je me trompe pas. Et elle a été séduite par l'intention et l'attention et ainsi que l'intensité d'Alexandre. Sauf que rapidement, ça, quand on arrive dans la vraie vie, ça peut être étouffant. Et elle l'avait, je pense, exprimé auprès des filles, je crois, ou à la caméra. Il y a peut-être eu un moment donné où est-ce qu'elle a senti qu'il n'y avait plus le rapport de la rencontre qu'elle a ressenti dans les pods en mode égal à égal. Mais que c'était plutôt une projection de Alexandre qui est tombé vite amoureux d'une idée de Chloé, qui l'a vite scellée, qui l'a mis dans une boîte, dans un cadenas, ciao, bye, merci. Et c'est pour ça qu'à maintes reprises, elle savait pas si elle devait freiner le processus, si elle se protège, si elle a hésité aussi, parce qu'au fond, il y a une part d'elle, je pense que son système nerveux, n'oublie pas que les systèmes nerveux des gens se communiquent, hein. Je pense qu'elle le sait que pour elle, elle n'a pas été choisie pour qui elle est, mais pour le rôle qu'il a envie de jouer avec elle. Pas qu'elle joue, que lui va jouer avec elle. Et la dynamique ici, c'est que c'est une relation qui est nourrie uniquement par les projections du passé. Il n'y a pas de présence émotionnelle. Un exemple qui m'a frappé, c'était quand elle voulait inviter, je pense, des membres de sa famille. Et lui, il s'est pas senti inclus dans la prise de décision. Lui aurait voulu être inclus dans la projection du futur. Sauf que là, à ce moment-là, il a vécu comme une pression et il voulait se retirer rapidement. C'est ça le problème que j'ai avec Alexandre, c'est qu'il vit dans une forme d'illusion et ça crée des frustrations des deux côtés. Pour moi, c'est Alexandre qui est responsable de ça et que Chloé, elle a joué de la complaisance là-dedans parce qu'elle s'est dit « Ah, c'est sûrement le bon ». Et il y a encore une fois cet endoctrinement par Disney et Hollywood qui joue un rôle ici pour moi. Et le point que je veux apporter ici, parce que c'est une leçon qui est super importante, c'est que beaucoup confondent l'intensité et profondeur. Sauf que l'intensité, c'est souvent une anxiété qui est déguisée, une peur de l'abandon, une angoisse d'être abandonné, et non pas nécessairement la volonté d'être dans l'intimité. Parce que l'amour profond, il va se construire dans la lenteur, il va se construire beaucoup dans la curiosité, et surtout une vulnérabilité qui va être partagée tout le long de leur histoire. Donc, Alexandre et Chloé, ils nous rappellent une chose qui est super importante. Si tu avances trop vite, trop fort, trop intense, tu ne vas pas rencontrer l'autre là où il est. Tu vas le rencontrer dans ton propre manque, dans ce que toi t'as manqué. Et pour moi, ils ne continueront pas ensemble, même si beaucoup de personnes pensent que c'est un couple qui est secure, safe. OK? C'est super important pour moi qu'on puisse comprendre ce point-là. On va passer au cas Tatiana et Yannick, mais avant que je vous parle et ma vision de ce couple-là, j'aimerais vous faire écouter un extrait que j'ai trouvé sur TikTok par rapport à la situation du conflit, du drama qu'il y a eu dans la fameuse scène qui était comme... Sincèrement, moi je suis choquée parce que pour moi c'est du manque de respect. Donc on écoute. Netflix essaierait de protéger l'image de Tatiana dans Pour le meilleur et à l'aveugle car elle va bientôt participer à une autre émission, je t'explique tout. En effet, d'après plusieurs internautes plutôt bien renseignés, Netflix essaierait de sauver l'image de Tatiana, qui fait déjà beaucoup parler aujourd'hui, et ne nous montrerait pas toutes les séquences. Apparemment, Tatiana aurait d'abord rencontré le frère de Yannick, et ça ne s'est pas très bien passé entre eux, car elle souhaitait qu'il s'occupe entièrement du foyer, et elle absolument pas. Et donc après cette conversation plutôt corsée qui n'a pas été montrée à l'écran, elle serait rentrée chez elle, et aurait dit à sa famille qu'on ne l'aimait pas, et c'est comme ça que la maman de Tatiana est arrivée à l'écran, et elle était directement remontée. Mais apparemment, la production aurait fait le choix de ne pas entacher l'image de Tatiana, car ils auraient d'autres plans pour elle, où elle sera le personnage principal, et d'après certaines sources, cette émission serait le Bachelor. Et donc tu l'as deviné, elle serait un des personnages principaux. Et donc pour eux, ce serait mieux aujourd'hui qu'elle sorte évidemment de l'émission avec une bonne image, pour que vous ayez envie de regarder la suite de ses aventures. Et si tous ces propos ne sont pas officiels, cela voudrait quand même dire qu'elle ne termine pas l'émission avec Yannick, mais bon, ça on s'en doutait un petit peu. Voilà, aujourd'hui Tatiana fait beaucoup réagir, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de monde de sous-côté, et des personnes qui pensent exactement comme elle, elles vont jusqu'à dire que Yannick est en tort avec la maman, car il n'a même pas ramené un bouquet de fleurs. Bon, en tout cas, les prochaines semaines nous en diront un petit peu plus, mais il serait loin d'être impossible que tout cela soit vrai. Alors toi, qu'en penses-tu, et n'oublie pas de t'abonner. Netflix et... Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça explique ce que ça explique. Avant de rentrer dans Tatiana et Yannick, moi, la scène de comment la maman de Tatiana s'est comportée, ça passe pas. Parce que si c'était the other way around, ok, si c'était la mère de Yannick qui a fait cette remarque-là, Tatiana, pardon,
l'internetosphère aurait explosé, aurait pété les plombs parce qu'on humilie une femme. Mais comme c'est un homme, c'est pas grave, on peut l'humilier, y a pas de souci, etc., etc. Ce que j'ai pas aimé, c'est parce que ce garçon, même s'il est en tort, il est pas bien, il a fait des erreurs, on est tous imparfaits. Comme je vous dis, ces personnes-là sont les reflets de nous. Nous avons des blessures qui sont archaïques, que on a tout ça en nous. Parfois, on va pointer du doigt quelqu'un, mais il y a 3 doigts aussi qui regardent ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que moi, j'étais tellement touchée parce que je me suis dit, mais c'est le frère de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est le fils de quelqu'un. On peut pas parler comme ça aux gens. Sous prétexte que quoi, il a pas été à l'heure à un rendez-vous parce que, ben en fait, elle aurait dû aborder ce sujet-là avant. Enfin bref. Ça, j'ai pas du tout aimé. C'était important pour moi de faire cette parenthèse et de vous montrer ça. Et ça fait du sens. Pourquoi? Because sex sells, drama sells, money sells. Et c'est tout ce que les êtres humains aiment. Du moins, c'est notre côté drama looking parce que ça nous donne la dopamine, l'adrénaline et du cortisol qu'on aime. Je vais revenir en apparence sur le couple Tatiana et Yannick. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé leur alchimie. Pour moi, c'était le couple le plus équilibré de Love is Blind France avant ce clash-là. Et pour moi, ils se sont pas choisis par hasard. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Yannick par rapport à son enfance et sa mère? Sa maman était une maman solo. And no shit! Bien sûr qu'on attire uniquement ce qu'on connaît, ce qui est familier, ce qui est confortable. Il a attiré qui vers lui? Tatiana, qui est maman solo. OK? En surface, pour moi, il y avait déjà du demi-engagement. Tatiana m'a beaucoup touchée comme personne. Et je pense que c'est pour ça qu'ils veulent la recycler pour d'autres programmes Netflix ou peu importe. Parce que elle est venue avec l'idée que, vu qu'elle est maman solo, elle n'a pas de valeur. Qu'elle ne trouvera jamais l'amour, etc. Et ça m'a fait mal de voir une femme de 39 ans de se comporter de la sorte. C'est-à-dire d'être dans cette situation-là. Manque de confiance et d'estime de soi, mais drastique. Et ça m'a vraiment touchée. Aussi, ce qui m'a touchée chez elle, c'est qu'elle a été marquée par l'histoire avec Galien. La manière dont cette histoire est sortie d'une manière brutale dans le jeu, elle a vécu une retraumatisation. Okay? C'est un abandon tellement soudain, une trahison tellement soudaine, que ça lui a laissé une trace par rapport à comment elle a mené son jeu dans les pods. Donc, quand elle a rencontré Yannick, bien évidemment, comment elle l'a perçu? Elle l'a perçu comme quelqu'un de stable, de présent, et une part d'elle est quand même, malgré ça, restée en alerte. Parce qu'elle avait un pied dedans, un pied à l'extérieur, un pied dedans, un pied à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle était jeune déjà. OK? Et je pense qu'elle avait dit, et si je m'étais trompée, et si j'étais pas passée à côté de mieux, parce que n'oubliez pas qu'elle a matché avec Thomas. Il y a eu un drame, elle a commencé à pleurer à cause de ça. Encore une fois, il y a eu de la compétition entre les femmes. Il y a eu Galien qui l'a abandonnée, donc là, encore une fois, elle s'est sentie pas bien. Et là, elle s'est dit, mais attends, imagine que je prends lui juste parce que je le prends, parce que c'est le dernier. Est-ce que, genre, je le prends pas et finalement, je sors des potes, je revois Galien, peut-être qu'il y a quelque chose. Et si, par exemple, je sortais aussi, puis finalement, ça marche pas entre Thomas et Kim, peut-être, pour moi, elle était trop dans le doute, il y avait trop de va-et-vient, de je sais pas, je suis pas sûre. Et cette vulnérabilité chez elle, je trouve ça charmant, je trouve ça beau. Sauf que le doute permanent qu'elle a, ça lui a empêché de se livrer complètement et d'avancer main dans la main avec Yannick. Et d'ailleurs, elle a eu des comportements chez la mais non merci, s'il te plaît, Tatiana ne fait jamais ça, il ne fait jamais ça. C'est sois méchant avec moi, tu peux être méchant avec moi. Et ça, non. Non. Ça, parce que ça va vous faire de l'auto-sabotage et en disant ça, vous dites à l'inconscient de la personne qu'il a la permission. Et le cerveau ne comprend pas le ne pas. Comme un enfant, quand vous dites ne touche pas à ça, il va quand même le toucher parce que le cerveau ne comprend pas la négation. OK? Et donc, elle-même, quelque part, elle s'est auto-sabotée dans cette hésitation personnelle par rapport à Yannick, par rapport à comment le couple allait
danser, comment ça allait se rendre, mais quand même, je sentais qu'il y avait une dynamique beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide que les autres couples. Mais comme je t'ai dit, la question de est-ce qu'il est vraiment le bon choix ou est-ce que j'ai raté quelque chose, ça malheureusement c'est la peur de l'engagement total, c'est des demi-oui. Et un demi-oui c'est toujours un non. Soyons honnêtes et clairs, on va pas faire dans le mensonge. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, quand on hésite, c'est automatiquement c'est non. D'accord? Yannick, lui, ce que j'ai aimé, c'est qu'il s'est quand même assez montré disponible et présent émotionnellement. Sauf que derrière, j'ai aussi observé un comportement de... et ça, je pense qu'en tant que Maghrébine et en tant qu'Africain, on a tout ça chez nous. De un peu, laisse-moi te montrer... je m'en rappelle plus exact de la scène, en fait. Mais il a même fait avec l'autre fille. Limite, genre, tiens, je te donne une leçon. Un peu donneur de leçon, genre. OK? Et ça, j'ai trouvé ça pas cool. Et derrière, on a pu sentir aussi la peur de ne pas être assez. Et la peur d'être celui qu'on choisit, entre guillemets, par défaut par rapport à Tatiana quand tu lui as fait la leçon, si je me trompe pas. Puis à la fin, il a été plus avec elle parce qu'elle lui a, entre guillemets, plus montré que l'autre. J'ai oublié c'est quoi son nom, l'autre fille. Donc, voilà. Donc, même là, de son côté, lui aussi, il y a eu un demi-oui parce que elle n'osait pas s'abandonner pleinement dans la vulnérabilité, dans l'ouverture. Et aussi, ce que j'ai remarqué, et c'est pour ça que ça crée un problème avec sa mère, c'est qu'elle n'a pas osé lui mettre des limites, des limites claires. Les limites, mesdames, c'est le côté énergie noire ou le côté masculin intégré à l'intérieur de nous. C'est super important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous rendre encore plus attrayantes, encore plus magnétiques. Et quand tu te mets cette limite-là, tu prends tes émotions, tu les donnes à monsieur, il va se les mettre lui-même. Et si se les met pas, c'est que ce n'est vraiment pas le bon choix. Ciao, bye, merci, au revoir. OK? Et ici, il y avait trop de questionnements par rapport au risque par rapport à l'enfant, par rapport à ceci, cela. Il y avait des moments où c'était trop tiède, à mon avis. Même si c'était doux, puis c'est correct d'être en quelque sorte tiède de temps en temps, parce qu'on peut pas tout le temps être 100%, 100%. Parfois, ben, le partenaire va être 80%, nous on va être 20%, le partenaire va être 10%, nous on va être 90%. Puis c'est de trouver une balance, c'est pas 50-50 tout le temps dans un couple. Et je pense que ça aussi, ça l'a créé un problème par rapport à l'histoire qu'il y a eu avec son frère la veille. Moi, j'aimerais bien connaître la situation de Yannick au niveau financier. Je suis curieuse parce que je suis pas contre l'idée de ce qu'elle a demandé, mais elle aurait dû le demander dans les pods. Mettre ça au clair comme limite dans les pods, pas après les pods. Pas une fois qu'on est sorti, regarde mes investissements, regarde mon entreprise, mes employés, ce que j'ai pas. Fallait le faire avant. OK? Mais je suis curieuse de savoir c'est quoi. Parce que c'est un entrepreneur, est-ce qu'il travaille dans un domaine où est-ce qu'il y a trop de risques? Par exemple, je sais pas moi, l'investissement dans la crypto. Moi, je suis pas pour ça, mais il y a beaucoup de risques dans la crypto plus qu'autre chose. Donc, est-ce que c'est bancal? Est-ce que c'est des entreprises qui sont qui sont de manière temporaire? C'est quoi qui se passe derrière? Est-ce qu'il fait beaucoup d'argent, hein, puis il a vécu une relation dans le passé ou est-ce que les femmes lui ont pris de l'argent? C'est pour ça qu'il n'osait pas peut-être signer le prenup. That part for me is so confusing. Et je pense que Yannick est peut-être quelqu'un qui a grandi dans un environnement où il y a un trauma financier. C'est pour ça qu'il y avait toujours c'était un oui, mais c'était un non. C'était un oui, mais c'était un non. Et donc, voilà. Et par contre, durant le rendez-vous qu'ils se sont donnés, ça aurait pu être mieux géré comme situation. C'est-à-dire qu'il aurait pu soit genre appeler pour rebook ou quelque chose comme ça et lui dire, écoute, je pourrais pas être là à l'heure. Il y aurait eu meilleur d'arranger la situation de l'annulation de l'événement en soi. OK? Je pense que j'ai fait le tour au niveau des couples, right? Je crois que si. Évidemment, j'ai fait le tour de tout ça. Le premier point que je veux aborder ici par rapport aux dynamiques communes qui traversent toute la saison, OK? Des schémas qu'on retrouve presque chez tous les participants et participantes et qu'on retrouve aussi dans nos propres vies en tant qu'hommes et femmes, c'est en commençant par les hommes évitants et indisponibles émotionnellement. Ils sont beaux, ils sont séduisants, ils sont charmants, ils sont drôles. C'est pas les types d'hommes vers qui j'irais, voilà, mais ils sont ce qu'ils sont et c'est très bien. Mais le problème que j'ai ici, c'est quand il faut aller dans la vulnérabilité. Hein, et je parle pas que de Love is Blind de France, hein, c'est donc vraiment là, je fais une généralité. Hein.
Quand il faut parler ou plonger dans la vulnérabilité, c'est là où ça devient plus difficile et certains commencent à disparaître. Il y a comme un effet de devenir vague, fuyant, on verra bien, je sais pas. Et ça, il y avait un peu de ça dans la dynamique Tatiana et Yannick, par exemple. Dans Charles et Julie aussi. Dans Thomas et l'autre, j'ai oublié son nom aussi. Il y a eu on verra bien. Ok. Sauf que le verra bien, là, on verra bien, mesdames, je vous préviens, et messieurs aussi, vous n'irez nulle part avec ça. C'est littéralement une stratégie d'évitement classique. De manière indirecte, ça dit, si je m'implique pas totalement dans la relation, eh bien, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, je pourrais ne pas être blessée. Je risque de ne pas être blessée. Le problème en face, c'est que les femmes, elles rentrent dans une forme de frustration, dans l'attente et dans une espèce de vide affectif. Et ça fait que encore fragiliser nos relations avec les hommes. D'accord? Donc c'est important de retenir que on verra bien à l'éviter au maximum. Sans imposer, on peut dire à un homme par son ressenti que c'est important pour nous d'avoir une certitude par rapport à un tel sujet. Ensuite, polarité inversée et dynamique de pouvoir, de force. Quand la femme prend le contrôle en mode masculin, en mode armure, et que l'homme se replie, la polarité, elle est morte, elle s'inverse. Le résultat, on perd la complicité, on perd l'attraction. Il n'y a plus de tension qui est saine, qui est chimique, qui est douce, qui est fluide. C'est plus un rapport de force et une relation qui risque de s'essouffler et de mourir avec le temps. Donc, Cynthia et Jonathan, ils ont vraiment bien, parfaitement illustré cette dynamique. Et c'est pas le seul couple où on peut ressentir ça. Parce qu'avec Kim et Thomas aussi, avaient un plus ou moins une dynamique de la sorte. OK? Ensuite, la communication. Parler contre au lieu de parler de soi. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai vu souvent, c'est des attaques. Tu fais ça, tu me respectes pas, tu fais pas comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça, mais toi, de toute façon, les tu. Ça déclenche plus l'autre, ça crée plus de trigger, ça renferme plus l'autre personne, ça la braque, et on ne permet pas et on ne crée pas la place pour de l'échange. Parce qu'on peut débattre, mais le débat devient une forme de discussion, d'échange, et non pas un débat de confrontation, genre, comme, like, just butt heads, comme deux têtes qui se cognent. OK? À l'inverse, si on exprime les choses avec vulnérabilité, là, ça change tout. Par exemple, quand un exemple. Quand tu fais ça, ou quand il se passe telle situation, je me sens rejetée, j'ai besoin de plus de clarté. Quand, par exemple, dans le cas de Tatiana et de Yannick, quand tu évites le sujet d'être un pourvoyeur financièrement, bien en fait, je me sens rejetée, je me sens pas écoutée, je me sens pas priorisée. J'ai besoin de la clarté sur ce sujet pour qu'on puisse avancer ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te dirait qu'on en parle ce soir au dîner, par exemple? Je sais que là, c'est l'air robotique parce que j'ai dû essayer d'aller étape par étape pour vous faire comprendre, mais quand on parle de la situation ou du fait, de qu'est-ce qui s'est passé factuellement, on parle de comment on se sent et de ce qu'on a besoin, là, on est dans la vulnérabilité, on est dans l'échange. Mais le problème, c'est que ça, très peu de femmes osent le faire. Très peu de femmes pensent que montrer comment on se sent est une forme pour l'homme, c'est un moyen de puiser dans les émotions de madame pour que par sa testostérone puisse montrer beaucoup plus de dévouement et de dévotion à madame. Et quand on ferme notre cœur, on ne le fait pas de manière vulnérable, ben, j'ai envie de dire, ben, vous risquez le rejet tout simplement et l'abandon. Il n'y a rien à dire de plus, ok? Et je termine par quelque chose, et ça c'est tout le monde, toute notre génération ne sait pas le faire, hein. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est le fait d'exprimer ses besoins. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont des besoins non exprimés. Beaucoup ne disent pas clairement « j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin que tu me rassures, j'ai besoin que tu me... » Et même quand on parle de « j'ai besoin que tu me rassures », ça vient avec une énergie de « mais j'ai besoin que tu me rassures ». Non, il me rassure pas, il me rassure pas. Ça n'aide pas à votre situation parce que, encore une fois, les hommes lisent l'énergie aussi.
C'est pas juste tes mots qui parlent, c'est ton énergie aussi. Si tu dans la confrontation, dans l'affrontement, ben forcément, ben, c'est ce qui va arriver. Ou sinon, si on va dans des reproches, ben, ça laisse la place à l'attaque, ça laisse la place à la manipulation. Ah, je vais te tester, je vais me taire, je dis rien. Et là, le ressentiment, ça fait exploser la situation. Donc, les dynamiques relationnelles, elles vont plus exister et tout meurt. Et ça crée des bombes à retardement à n'en plus finir, en plus de tout ça, et des frustrations accumulées, des colères qui, au bout d'un moment, c'est comme une cocotte minute. Voilà. Et ça nous montre quelque chose de très simple, hein, c'est que l'amour ne se casse pas, en fait, euh, seulement sur des grands drames, des grandes situations dramatiques. Ça se casse aussi dans les silences, dans les non-dits, dans les peurs qui sont jamais nommées, pointées du bois. Parce que du moment où on reconnaît les choses, là, on vient d'éliminer 50% de la problématique. Maintenant, je veux terminer sur un reality check pour toi. OK? Je veux te ramener à toi qui écoute cet épisode, cette vidéo sur YouTube, parce que Love is Blind, encore une fois, c'est un miroir. Et ce qu'on critique chez ces gens-là, OK? Pour ça, je vous dis peut-être dans le cas de Kim, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là par rapport à moi. Ben, il y a de grandes chances que nous aussi, on puisse rejouer ce genre de choses dans notre vie. Et j'aimerais te poser, je dirais, 4 questions. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 questions. OK. Première question, c'est est-ce que toi aussi, tu as déjà retiré une part de toi pour ne pas froisser un homme? Donc, dans ce cas-ci, ça a été les talents, mais ça peut être, je sais pas moi, ça peut être tes ambitions, ça peut être, tu t'es rapetissé en termes de lumière, tu as délaissé des besoins pour que tu puisses ne pas froisser, entre guillemets, parce que en vrai, tu ne froisses pas, un homme. Donc, ça, c'est la première question de réflexion que vous pouvez mettre dans votre journal. OK? Deuxième question. Est-ce que tu cherches parfois la clarté, là je pense à Sarah, en imposant un ultimatum parce que tu as horreur, on parle de horreur, quand on dit on a horreur, c'est que vraiment on est répugné, hein, du flou ou de l'attente ou de l'incertitude. OK? Troisième question, est-ce que tu séduis, est-ce que tu séduis, tu contrôles ou tu manipules subtilement pour obtenir l'attention plutôt que d'exposer les choses telles qu'elles sont vraies avec vulnérabilité. Par exemple, Cynthia là-dedans, voilà. Parce que Cynthia, elle connaissait vraiment toutes les techniques de séduction d'une femme féminine. Le chant des sirènes, le toucher, elle avait toutes les notions. Je suis sûre qu'elle a fait des années de développement personnel sur la féminité, mais au niveau de l'application, quand elle est devant un homme, c'était très bancal. Voilà. Et la dernière question, c'est est-ce que tu as déjà saboté une relation saine simplement parce qu'elle ne révélait pas le chaos auquel tu t'es habitué? Là, je fais entre autres, par exemple, référence à Sabrina ou Sabrina. Donc voilà. Et pour terminer cet épisode, cette vidéo, ces dynamiques, encore une fois, on les juge facilement à l'écran, to be honest. Mais en vrai, la question, c'est où est-ce que moi, quand je regarde cette émission-là, je, moi-même, rejoue la même chose. En silence, sans nécessairement avoir une caméra de notre vie parce qu'on n'est pas dans une télé-réalité. Euh, en silence, dans mes relations, dans mes amitiés, dans certains hommes que je fréquentais, ou dans des dates, ou avec mon ex-partenaire, etc., etc. Parce que la transformation, elle va toujours commencer à ce moment-là. OK? C'est sûr que le show de Netflix va pas t'aider à te transformer, mais il va t'aider à t'éveiller, à comprendre tes schémas qui sont malsains. Et aussi, ça va t'éclaircir sur ta capacité à voir tes propres schémas et à décider de changer les choses. C'est la fin de l'épisode. Love is Blind France, merci. On n'est pas j'ai hâte de voir la partie mariage et ils vont se dire oui at the altar. Ma batterie est en train de s'épuiser. Ça reste de la télé. C'est du montage, c'est du drama. Il y a des scènes qui sont coupées, on connaît pas tout. Il y en a qui sont là pour faire du buzz. Il y en a qui sont venus juste pour faire de la télé. Sauf que derrière le divertissement, encore une fois, il y a le miroir de nos propres dynamiques. Et c'est brutal parfois de recevoir ça. Et chaque dispute, chaque silence, chaque rupture à l'écran, chaque non, chaque rejet, chaque abandon, c'est une invitation à travers ce genre d'émission à regarder encore une fois à l'intérieur de toi. OK? Je vais te mettre des questions dans la description pour justement encore plus aller pousser ta réflexion.
C'est le moment de travailler, toi, tes propres patterns que tu rejoues à huis clos, OK? Sans caméra dans ta vie de tous les jours. Et voilà, c'était vraiment ça l'objectif de cette vidéo pour moi. C'était vraiment de donner l'opportunité de voir certaines dynamiques et de savoir comment tu peux faire ce travail sur toi si toi aussi tu fais partie des personnes qui ont cet effet-là miroir avec l'émission. Alors, la prochaine fois que tu regardes un épisode, pose-toi une question. Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Et qu'est-ce que ça dit de mes propres relations? OK? C'était tout pour moi pour aujourd'hui. Et je te dis, see you soon for the next video. Ciao, guys.